Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà en place pour le magazine Discours au peuple. Vous le savez très bien, ces magazines passent en revue l'actualité politique du pays. En ce qui nous concerne cet après-midi, nous allons parler de ces rapports publiés par les experts de la MONUSCO depuis la journée d'hier, reconnaissant que les forces rwandaises sont en train d'appuyer les groupes rebelles du M23. Le rapport démontre que c'est depuis novembre 2021 que l'armée rwandaise est en train de s'aimer des paniques et désolation dans l'est de la République démocratique du Congo en appuyant le rebelle du M23. Quelle analyse faire de cette situation, mesdames et messieurs? Voilà un peu le niveau du débat que nous allons avoir tout à l'heure avec notre invité, qui est le professeur Jeannot Payan, qui est avec nous. Monsieur le professeur, soyez les bienvenus. Merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui suivent avec beaucoup d'attention ces magazines. Et merci beaucoup, M. Diony, pour le travail que vous êtes en train de faire pour le peuple congolais. Oui, prof, comment vous avez trouvé d'abord les rapports publiés par les experts de la MONUSCO, quelques jours seulement où ils ont subi la pression venant de la population du Grand Nord qui ne voulait plus encore voir cette mission onusienne œuvrer en République démocratique du Congo. Et par après, nous voyons les experts des Nations Unies ou de la MONUSCO qui viennent de reconnaître plus tard que l'armée rwandaise est à la base de tout ce qu'on a connu comme affre de guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je pense bien qu'à l'heure actuelle, il ne suffit pas seulement de publier un rapport. Il est connu de tous ces temps que c'est Rwanda, Burundi et Ouganda, il y a plus de 20 ans, qui organisent des génocides, s'il faut le dire, des tueries dans cette partie est de la République démocratique du Congo et que l'ONU est informée avec de preuves matérielles. Toutes les grandes puissances mondiales, toutes les structures supranationales, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Europe avec l'Union européenne, que ce soit au niveau des États-Unis d'Amérique, tout le monde sait bien que Rwanda est en train de tuer le peuple congolais. Rwanda est commandité par les multinationales à voler les matières premières en République démocratique du Congo parce qu'il y a les usines qui sont construites dans ces pays en Rwanda et que Rwanda n'a pas de gisement de production de matières premières, en l'occurrence le coltan, ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, la MONUSCO publie le rapport par rapport à ce que les Congolais ont déjà décrié et ont déjà fait il y a longtemps. Je pense que les autres peuvent saluer, mais nous avons beaucoup de regrets par rapport à ça parce qu'ils savent que les tueries en RDC sont organisées par des gens qui sont identifiés par des pays qui sont identifiés, mais attendre qu'on ait plus de 6 millions de morts pour venir sous pression du peuple congolais qui pense prendre ses propres responsabilités par rapport à des tueries comme ça, et présenter un rapport. Ça ne suffit pas seulement de présenter un rapport. On doit vraiment, la communauté internationale doit mettre sur Rwanda les dos des Rwandais ou de tous ces pays le nombre de morts que les Congolais ont compté dans ces pays et que les dispositions d'embargo doivent nécessairement être envisagées par l'ONU, par la communauté internationale vis-à-vis de Rwanda, Burundi et Ouganda. Il y en a d'autres qui estiment que ces rapports, c'est tout simplement des populismes dans l'objectif de pouvoir se maintenir encore en République démocratique du Congo, c'est-à-dire gagner de la sympathie auprès de cette population qui s'était déjà fatiguée de la MONUSCO. En publiant ces rapports, c'est pour justifier encore une prolongation du mandat de la MONUSCO qui court jusqu'en 2024. Êtes-vous aussi d'avis avec
cette opinion? Bon, je pense que publier le rapport ne signifie pas rester en République démocratique du Congo. Nous avons dit plusieurs fois que la MONUSCO a échoué dans ce qui concerne la sécurité, maintien de la sécurité en République du Congo. Et aujourd'hui, publier le rapport et penser rester et travailler à côté des FARDC, je pense que c'est une façon de se moquer du peuple congolais qui pense eux-mêmes prendre en charge toutes les dispositions possibles dans ce qui concerne la sécurité de notre pays et sa souveraineté, parce que nous savons bien que Rwanda a un problème d'espace, Ouganda a un problème d'espace et qu'il faut organiser des tueries. Et en récompense, c'est prendre quelques villages, quelques villes dans cette partie est de la République du Congo. Je pense que ça, c'est très connu et qu'on avait totalement accordé le temps à la MONUSCO il y a plus de 20 ans pour essayer de nous aider à condition de maintenir la paix et ils n'ont pas su le faire. Mais pourquoi publier ces rapports et penser rester en République démocratique du Congo? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de louche que la MONUSCO pense trouver comme intérêt en RDC par rapport à leur mission proprement dite qui concerne la paix qui doit revenir dans cette partie est de la République du Congo. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont fait, nous les remercions, mais présentement, je pense bien que ce n'est pas le moment où la MONUSCO doit penser prolonger encore le mandat en République démocratique du Congo. Nous avons vu le militaire de la MONUSCO tirer sur la population congolaise. Est-ce que nous pensons qu'une mission qui est venue pour maintenir la paix doit même tirer sur cette même population? Je pense bien qu'on en est marre. Tout ce qu'ils ont fait, nous les remercions, mais il est grand temps que le gouvernement congolais puisse prendre ses dispositions pour qu'on puisse suivre la procédure normale, que la MONUSCO s'écarte totalement de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de pays africains, voire même asiatiques, européens, qui ont besoin de la MONUSCO. Ils peuvent même aller continuer à maintenir la paix dans d'autres pays, mais en République démocratique du Congo, nous préférons rester mourir si l'armée rwandaise pense qu'il peut se transformer en M23 et continuer à tuer le peuple congolais, et que nous, avec notre propre armée, le FARDC, nous sommes en mesure de maintenir la paix dans cette partie est de la République du Congo. Le président de la République a dit, si le Rwanda veut la paix, soit c'est une paix totale, soit c'est une guerre totale. Si nous devrons faire la guerre, je pense bien que nous n'allons pas compter sur la MONUSCO ou bien la communauté internationale. On va compter sur notre peuple, on va compter sur notre armée, parce que nous sommes un État indépendant depuis le 30 juin 1960 et que nous devrons faire un effort pour défendre notre souveraineté. Nous ne donnerons aucune portion de terre à tous ceux qui sont en train de faire de manigances pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Notre superficie de 2 345 000 km² nous revient, et la population tout entière qui voisine déjà plus de 90 millions d'habitants. Je pense bien que ce sont des richesses que Dieu nous a données et que nous les méritons, et nous allons faire de notre mieux possible pour que tôt ou tard que la vie et la paix reviennent totalement en République démocratique du Congo. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, Discours au peuple, c'est votre magazine qui passe à l'instant sur différentes plateformes ainsi que des chaînes partenaires. Nous recevons pour vous le professeur Janon Pagna, professeur des universités en République démocratique du Congo. Avec lui, nous passons en régie la situation liée à la publication du rapport de la MONUSCO attribuant les exactions du groupe rebelle à l'armée rwandaise qui évolue des mèches avec les groupes terroristes du M23. Professeur Janon, tout à l'heure vous aviez évoqué, peu importe l'ampleur de ces rapports émanant de la MONUSCO, il faut tout simplement que cette mission puisse quitter
les pays. Alors, vous ne voyez pas que ça sera un fossé béant et la MONUSCO va laisser parce que nous connaissons très bien que l'armée congolaise évolue sous embargo. Elle ne peut jamais se procurer des armes lourdes. Question de faire face à cette rébellion de M23 dont la même MONUSCO avait reconnu que les groupes rebelles du M23 détenaient des armes sophistiquées, incapables même de les combattre comme cela a été le cas ou envisagé autrefois par le gouvernement de la RDC. Non, je pense que nous devrons d'abord rester nous-mêmes pour essayer d'évaluer la situation. Les groupes terroristes M23 doivent avoir des armes sophistiquées. C'est une façon de faire peur à l'armée congolaise et essayer de les décourager pour les efforts du gouvernement qui déploie des moyens pour que cette armée puisse nécessairement répondre à une armée qui peut faire face à tous ces terroristes. Et nous ne pensons pas que la MONUSCO doit être là pour décourager le gouvernement congolais en faisant de tels rapports. C'est comme ça que nous disons, bien sûr, ils nous ont servi, tant soit peu, mais nous devrons rester avec le FARDC pour voir comment, face à ces terroristes M23, qu'est-ce que nous pouvons être en mesure de faire. Si l'armée congolaise se retrouvera incapable de tenir face à M23, je pense que le gouvernement congolais prendra des dispositions utiles au moment opportun pour faire appel à d'autres grandes puissances. Nous avons la Russie aujourd'hui qui fait peur presque à tout le monde, qui a un armement qui ne peut jamais se comparer à d'autres pays. Parce que le gouvernement congolais est incapable de faire appel à la Russie s'il s'agit vraiment de la paix que nous sommes en train de chercher. Si ça sera possible de faire revenir encore la MONUSCO, je pense bien que nous allons le faire parce qu'il s'agit de la diplomatie en République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, et que ce n'est pas nous parce que nous sommes loin de la partie est de la territoire du Congo, ce n'est pas moi qui ai descendu dans le rue de Butembo pour manifester le départ de la MONUSCO. C'est cette population qui vit au quotidien et qui voit les actions de la MONUSCO sur terrain et qui voit les actions de la FRDC sur terrain, qui demandent à ce que la MONUSCO puisse partir. Pourquoi ils sont en train de tergiverser? Si cette population était totalement sécurisée par la MONUSCO, pourquoi la population doit nécessairement exiger le départ de la MONUSCO? Alors ils doivent comprendre que tout ce qu'ils ont fait en République du Congo, la population qui nous juge, qui juge la MONUSCO, qui juge les actions du gouvernement, qui juge les actions du président de la République, a décidé que la MONUSCO puisse partir. Qu'il part, tout en sachant que si on aura besoin d'eux, nous allons toujours faire appel à eux, parce que les relations diplomatiques doivent nécessairement exister entre le pays membre de l'ONU auquel la République du Congo fait partie, et que nos relations avec l'ONU, nos relations avec la communauté internationale restent stables et que cela ne va plus déranger. Mais s'ils pensent que le départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo va endommager les relations diplomatiques avec le pays membre de l'ONU, je pense bien que c'est à nous, en tant que pays souverain, qui resteront faire l'évaluation pour voir après le départ de la MONUSCO, qu'est-ce qui peut être envisagé comme action pour essayer de maintenir totalement la paix en République démocratique du Congo. Il ne faut pas qu'ils puissent prendre ça en mal. Il ne faut pas que la MONUSCO puisse prendre ça en mal parce que plus de 20 ans, on les a fait confiance. Vous voyez que chaque jour ici, il y a des morts dans cette partie est de la République du Congo. Il y a des viols presque partout et les tueries continuent et nous ne pouvons pas continuer à
cautionner à des choses comme ça, c'est-à-dire la MONUSCO a totalement échoué et qu'ils doivent plier bagages pour partir et la suite sera évaluée par le gouvernement congolais à côté de FARDC. Oui, d'entrée de jeu, lorsqu'on a commencé ce magazine, vous avez parlé qu'il ne suffit pas tout simplement s'en tenir à la publication du rapport, mais il faut faire encore plus. Qu'est-ce que vous voulez que la MONUSCO fasse en dehors de ces rapports pour que cela puisse au moins améliorer l'image de la MONUSCO ou encore susciter la crédibilité de cette mission onusienne en République démocratique? Je pense que les choses sont très simples. Je crois avoir dit ça plusieurs fois qu'on pouvait transformer les missions. Parce que vous ne trouverez pas le militaire onusien au front, par exemple. Ils doivent se transformer à une mission de combattre tous ces groupes terroristes, pas seulement le M23. Parce qu'ils ont des équipements qui peuvent nous aider dans 1 mois, 3 mois ou 6 mois, terminer cette guerre. Mais s'il reste une mission d'accompagnement et qu'il ne se transforme pas à une armée qui peut faire totalement la guerre à ces groupes terroristes, il reste en train de maintenir la paix. Et ils sont beaucoup plus du côté civil que du côté FARDC. Je pense que c'est de la peine perdue. S'ils peuvent se transformer à une armée qui va attaquer ces groupes terroristes, on peut facilement accepter, mais on doit chronométrer le temps. On leur donne 3 mois, comme ils ont l'armement, et qu'ils soient en mesure de bouter dehors l'ennemi et que la population peut rester tranquille. À ce moment-là, nous nous mettons d'accord. Là, ils feront face maintenant à l'armée rwandaise. Oui, ils vont faire. Le Rwanda également qui est membre de l'ONU. Oui, c'est comme ça. Vous voyez. Parce que si la RDC est membre de l'ONU et que le Rwanda est membre de l'ONU, comment on peut se faire la guerre entre nous? Comment le Rwanda peut autoriser à son armée de venir tuer le peuple congolais? Vous voyez qu'à un certain moment, on est ensemble, mais on ne travaille pas ensemble. Oui, alors, s'ils doivent comprendre ça, parce que ce sont eux qui ont fait ces rapports pour montrer que le M23 et que le M23, il ne faut même pas qu'on parle de M23, on doit parler de l'armée rwandaise qui est en train de combattre la République du Congo. Mais ils se cachent derrière le M23. Voilà, alors, s'ils doivent transformer leur mission pour combattre Rwanda à ce moment-là, à côté des FARDC, à ce moment-là, on peut voir comment on peut améliorer le charte qui nous réunit et évoluer. Mais s'ils doivent rester dans les mêmes conditions par rapport à la signature de ces chartes-là, de leur mission, je pense bien que ça sera de la peine perdue et à ce moment-là, ils doivent nécessairement quitter la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de faire un travail qui n'aura pas de résultats escomptés sur terrain du moment où le Rwanda est en train de nous attaquer. Au front, c'est le FARDC et la MONUSCO est là et dans des zones où il n'y a que la population et que lorsqu'il disparaît, ce sont d'autres groupes armés qui entrent là-bas pour tuer des peuples congolais. Alors, quelle est leur mission proprement dite? Alors, ils doivent essayer de revoir totalement et que l'ONU doit prendre des mesures dragonnières par rapport à tous ces pays, Rwanda et Ouganda, qui sont vraiment visibles au front et dans cette partie de la République du Congo. Et à ce moment-là, si on sent totalement que la communauté internationale et que l'ONU est totalement impliquée sur le terrain, à ce moment-là, on peut essayer de revoir. Mais dans le cas d'espèce, je pense que ce n'est pas vraiment important que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo. Oui, il y a aussi le porte-parole du gouvernement rwandais qui a réagi plutôt dans un tweet disant que le problème du M23, c'est une affaire purement congolaise et le plus important, l'ONU ou la MONUSCO devrait penser
à résoudre la situation des FDLR qui sont hébergés en RDC, dont la présence constituerait une menace pour le gouvernement de Kigali. Comment vous avez... Non, je pense que c'est un faux fuyant, c'est une distraction pure et simple. C'est le Rwanda qui est en train de combattre derrière le M20, le soi-disant M23. Quand on regarde tout le militaire, la morphologie des militaires qui constituent le M23, ce sont des Rwandais qui sont là-dedans. Si on peut citer les Congolais, ce sont des cas isolés qui viennent pour faire couverture, mais en réalité, le gouvernement congolais a essayé de démontrer que c'est ça. Le rapport de l'ONU et de la MONUSCO a démontré noir sur blanc. Alors, il ne faut pas qu'on se cache derrière des discours pour parler des FDLR, ainsi de suite. On avait donné le temps à l'armée rwandaise en réponse du Congo pour traquer le FDLR. Où est-ce que nous sommes arrivés avec Ouganda, où est-ce que nous sommes arrivés? Et tout ce temps qu'on les avait accordé, où sont les résultats escomptés? Alors, on ne doit pas faire des discours pour se moquer des peuples congolais que nous sommes. Nous avons déjà compris le jeu. Aujourd'hui, la MONUSCO est sous pression du peuple congolais. C'est à peine qu'il vient de faire sortir son rapport. Et tout ce temps ici, ces rapports étaient où? Vous voyez? Alors, le Congo, c'est un pays souverain, indépendant, et que nous pensons que les multinationaux, avec la convoitise de matières premières dans cette partie est de la République du Congo, nous amènent la guerre. On veut infiltrer l'armée congolaise pour nous déstabiliser davantage, mais je pense bien que tôt ou tard, tous ces pays paieront le prix, paieront le sang des Congolais qui continuent à couler jusqu'à aujourd'hui, et que c'est pour bientôt et que ces pays vont subir les conséquences de tous ces morts qui ont été enregistrés depuis 1996, si je ne me trompe pas, avec la génocide du Rwanda en 1994. Alors, les morts ont continué jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le moment est arrivé auquel la RDC, avec le peuple congolais ensemble, avec notre armée, nous prenons des dispositions utiles pour bouter dehors totalement l'ennemi et rester tranquille. Ne soyez pas surpris que tous ces pays-là se transforment en des provinces qui seront annexées à la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes puissants avec tout ce que nous avons comme richesse, et que c'est la RDC, à partir de la RDC que l'Afrique doit rayonner, et c'est à partir de l'Afrique que plus tard nous aurons une grande puissance sur cette planète, et que la République démocratique du Congo doit nécessairement jouer son rôle en Afrique et dans le monde entier. Dans ce même contexte, l'opposition politique congolaise a institué la journée du 2 août de chaque année comme étant journée de commémoration des génocides congolais, journée de commémoration des génocides congolais, parce que la date coïncide avec les premières incursions et les pays a connu, c'était le 2 août 1998. Comment avez-vous trouvé c'est une bonne... qui vise à susciter ou à influencer la communauté internationale à mettre sur pied le tribunal international pour la République démocratique du Congo qui doit traquer tous les 617 commanditaires cités dans les rapports maintenant. Bon, je pense que mettre ce tribunal international, ça doit dépendre d'abord de la volonté des dirigeants congolais, et avant de compter sur la communauté internationale. Parce que si tout part de la conscience des Congolais que nous sommes et que nous disons, nous ne voulons pas coopérer avec les gens qui viennent nous tuer. Parce que dans le M23, je vous ai dit, il ne faut pas qu'on se cache la face, c'est l'armée rwandaise. Mais ce n'est pas seulement l'armée rwandaise seule, il y a aussi quelques Congolais. Parce que nous avons dit que
la guerre de l'Est, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire nous sommes instrumentalisés et infiltrés. Vous voyez, les gens viennent, ils vous disent, bon, vous êtes des Congolais bien sûr, mais vous mourrez de faim. Si vous nous aidez à opérer, à faire telle ou telle opération, lorsque nous serons en possession de ces matières premières, vous allez trouver votre compte. Vous acceptez en tant que Congolais de tuer vos propres frères au profit de ce qu'on peut vous donner en récompense. C'est-à-dire que la conscience, d'abord, c'est par nous-mêmes Congolais. Si nous prenons conscience de dire nous sommes Congolais, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité et que nous travaillons pour l'intérêt du peuple congolais, je pense bien que ce tribunal-là peut exister, mais par la conscience des Congolais. Mais si ce tribunal existe et que les Congolais ne sont pas conscients de ça, je pense bien que ça sera de la peine perdue. Parce qu'on peut te traduire, toi, Johnny, en justice, on dit, bon, vous faites partie. Mais il y a un groupe de gens qui seront derrière vous pour dire non, ce n'est pas lui, c'est elle. Vous voyez qu'il y a un problème de conscience. Si nous prenons conscience nous-mêmes pour dire, c'est vrai, il y a des Congolais qui ont été impliqués dans ces trucs, même s'ils sont traduits en justice, ce n'est pas pour les condamner, peut-être. Ces familles attendent d'une manière ou d'une autre que les gens puissent seulement reconnaître. Si les gens arrivent à reconnaître seulement et demander pardon, les liens, ça se lave en famille. On peut rester tout autour d'une table, nous-mêmes Congolais, et voir comment il faut essayer de redéfinir l'avenir de notre pays. Et ça, c'est très important. Si on fait le tribunal international qui va juger uniquement que des Congolais qui sont impliqués et ceux qui sont en dehors de la frontière du Congo, qui sont connus par les actes qu'ils sont en train de poser et qui doivent échapper à cette justice, je pense bien que ça sera la peine perdue et qu'il ne faut pas faire le tribunal qui va seulement doiter quelques personnalités, peut-être politiques en République démocratique du Congo. Nous connaissons comment les politiques fonctionnent dans notre pays. Alors on doit faire une analyse très approfondie avant de donner la possibilité aux autres de venir nous juger. D'abord, c'est nous-mêmes là qui devrons prendre conscience et s'écarter d'appuyer ces groupes armés et d'être conscients que la République démocratique du Congo, c'est notre pays. Et tout ce que nous avons comme richesse, nous devrons d'abord nous réjouir nous-mêmes en tant que peuple congolais avant de donner l'opportunité aux autres. Oui, merci prof. Nous terminons avec cette petite question, vos impressions par rapport à cette donation du chef de l'État au professeur émérite de Kinshasa. Vous étiez présent. Comment vous avez trouvé l'initiative du chef de l'État dans votre domaine plus particulièrement? Bon, je pense que le chef de l'État, c'est normal en tant que père d'une nation et que les professeurs émérites, ils ont tout donné pour l'enseignement, l'encadrement de la jeunesse congolaise et qui devrait nécessairement être honoré. C'est comme ça qu'à travers le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire dirigé par son Excellence Moïndo Zangui et que on est dans un premier temps donné le véhicule au professeur émérite. Et je vous informe que ça ne va plus s'arrêter au professeur émérite, c'est-à-dire on va aller des professeurs émérites aux professeurs ordinaires, aux professeurs associés. Et je pense qu'avec la volonté du gouvernement congolais, ne soyez pas surpris, on puisse aussi donner aux chefs de travaux, aux assistants, parce qu'il s'agit des gens qui sont en train de s'en soucier pour former la jeunesse congolaise. Si on doit former la jeunesse, c'est cette jeunesse qui doit prendre la responsabilité de gérer ces pays plus tard. Et les gens qui doivent gérer et former cette jeunesse doivent être dans de bonnes conditions. C'est comme ça que le gouvernement est en train de fournir des efforts pour que l'accord des Bibois puisse être totalement appliqué. Et nous saluons et surtout les initiatives
prise par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Mohindo Zangi, pour essayer de faire rayonner l'université congolaise sur le plan international avec des réformes. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'LMD et que le ministre se distingue dans ce sens-là, que ce soit dans les universités publiques, que ce soit dans les universités privées. Il essaye de pousser toutes les universités congolaises d'être dans des critères comme les autres universités dans le monde. Et ça, vraiment, je pense que ça doit être à l'actif du gouvernement de Sama Lukonde, ça doit être à l'actif du président de la République, ça doit être à l'actif de Mohindo Zangi en tant que ministre des tutelles. Merci beaucoup, prof, d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations. Merci Johnny, et je tiens à vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes un journaliste qui a tous les talents possibles. J'étais à Kinshasa et j'ai vu vos émissions sur YouTube appréciées, et je continue toujours à vous dire qu'il faut travailler. Le travail que vous êtes en train de le faire, vous ne le faites pas seulement pour vous, vous donnez l'information au peuple congolais, vous travaillez pour votre pays et vous donnez l'image qu'en République démocratique du Congo, on peut aussi avoir des journalistes talentueux qui ont des qualités, qui peuvent produire des émissions qui sont appréciées sur la planète, et que vous devrez continuer à faire ce travail comme ça. Nous encourageons les émissions que vous êtes en train de faire, c'est vraiment très très important pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous mettons un terme à ces magazines Discours au Peuple. N'hésitez pas aussi de nous suivre sur différentes plateformes. Nous sommes sur YouTube ainsi que sur Facebook, Total Plus, également dans les chaînes partenaires traditionnelles. Nous sommes toujours là. Merci à Jean-Paul Mougalou et à toute l'équipe réalisationnelle de Discours au Peuple. Nous allons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de cette émission Discours au Peuple. Bye bye.